Des échanges de tirs sporadiques, des écoles et administrations fermées, une population terrorisée et des forces de sécurité qui semblent dépassées. Que se passe-t-il à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, confrontée à une grave flambée de violence? Comment les gangs armés ont-ils réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de Port-au-Prince? Dans quel but et avec quel soutien? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce soir Jean-Marie Théoda. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain haïtien, directeur du département de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jean-Marie Théoda, une première question. J'imagine que vous échangez avec vos proches en Haïti. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui et à quoi ressemble concrètement leur quotidien? Notre quotidien ressemble à s'y méprendre à celui d'un pays en guerre, alors que Haïti n'a ni de conflit religieux, ni de conflit ethnique, ni de conflit de territoire. Ce sont des bandits, des gangsters qui, depuis maintenant plusieurs années, ça fait au moins 3 ans que ça dure, que mes parents, que mes amis les plus proches vivent terrés dans leur maison, à ne pas pouvoir sortir parce que les gangsters occupent la place publique dès la nuit tombée. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ils s'attaquent au centre symbolique du pouvoir. Les centres symboliques du pouvoir, des lieux stratégiques, les commissariats de police, les tribunaux, l'aéroport aussi, il faut le préciser, est fermé aujourd'hui. Ces gangs armés, d'après les dernières informations, ils contrôlent la majeure partie de Port-au-Prince, la capitale. Comment cette prise de contrôle, elle se traduit et quel rapport ces gangs entretiennent-ils avec la population de Port-au-Prince? Alors, c'est une relation de terreur, dans la mesure où ces gangs s'attaquent aux civils, violent les femmes et les filles, rançonnent la population. Il y a eu plus de 5000 morts l'année 2023. On considère que plus de 400 000 personnes ont dû fuir de leur logement pour se mettre à l'abri. Et ceci dans un climat où le gouvernement, qui n'est pas légitime, ne dit absolument rien et ne fait rien pour essayer de soulager la détresse de la population. C'est donc le sentiment d'un pays abandonné. Il y a le sentiment d'une solitude existentielle du peuple haïtien qui n'est pas nouveau, mais qui aujourd'hui prend une forme dramatique parce qu'il n'y a personne pour nous venir au secours. Vous dites que le gouvernement ne fait rien. Il y a quand même un état d'urgence qui a été prolongé d'1 mois dans le département de l'Ouest, qui englobe donc la capitale Port-au-Prince. Il y a un couvre-feu qui a été un couvre-feu nocturne qui a été instauré. Pourquoi, selon vous, toutes ces mesures ne suffisent pas à rétablir l'ordre? Le couvre-feu a été décrété depuis le 2 et aujourd'hui, à chaque jour, on voit arriver de nouvelles attaques. C'est-à-dire qu'il y a un viol évident, patent, de l'ordre public, parce que les gangsters attendent précisément la nuit tombée pour attaquer. Hier, le palais national. Aujourd'hui, j'étais en contact avec le recteur de l'université qui vient de m'apprendre que le local du rectorat de l'université vient d'être attaqué. C'est dire qu'aucun lieu n'est à l'abri, aucun symbole n'est aujourd'hui respecté. C'est le sentiment d'impunité, en fait, des gangsters. Un sentiment d'impunité qui existe depuis au moins une dizaine d'années et qui aujourd'hui a totalement pris la démesure. Vous parliez à l'instant de l'attaque du rectorat. Pourquoi attaquer le rectorat et d'ailleurs les autres symboles de l'État? Ils se sont pris d'abord au commissariat de police pour montrer qu'ils s'en prennent à l'ordre établi. Ils menacent le président des pires sévices, c'est-à-dire en fait ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est la démission du Premier ministre. Du Premier ministre Ariel Henry, qui pour l'instant est bloqué à l'étranger, à Porto Rico. Il est bloqué à Porto Rico, mais ce faisant, le principal chef des bandits, Jimmy Cherizier, se donne des airs de révolutionnaire. On se nomme Barbecue, se donne des airs de révolutionnaire, prétend défendre la cause de la veuve et de l'orphelin, alors que c'est le premier des bandits, c'est le premier des criminels. C'est comme si Pablo Escobar se présentait devant nous comme le nouveau Che Guevara, vous voyez. Donc il y a une confusion des genres qui oblige aujourd'hui à prendre véritablement au sérieux les menaces d'assassinat, de génocide qu'ils menacent de commettre.
Il faut prendre ça très au sérieux. Alors justement, cette menace de génocide, on va l'entendre. Hein. Je voudrais qu'on écoute ce fameux barbecue qui s'est imposé ces derniers jours, ces dernières semaines, comme l'une des figures publiques des violences auxquelles on assiste en Haïti. Je précise que c'est un ancien policier qui aujourd'hui est à la tête de l'un des gangs les plus puissants du pays. On l'écoute et on commente juste après. Si Ariel Henry ne démissionne pas, le pays ira droit au génocide. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile qui va déboucher sur un génocide. Oui, nous sommes conscients que les hommes armés ont commis des actes nuisibles à la société. Mais aujourd'hui, s'ils en prennent conscience et demandent pardon, je pense que la société doit leur pardonner et s'unir pour repenser une nouvelle île d'Haïti. Voilà, des propos qui rejoignent ce que vous disiez. Si le Premier ministre Ariel Henry ne démissionne pas, le pays ira au génocide, nous dit ce monsieur. Pourquoi est-ce que les gangs réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry? Qu'est-ce qui, finalement, a déclenché cette nouvelle flambée de violence? Parce que ça fait un certain temps qu'il est contesté, Ariel Henry. Ariel Henry est contesté. Il a usurpé un pouvoir et une fonction qui n'a pas reçu l'onction, on va dire, d'une élection démocratique. Et de ce point de vue, on peut dire que Ariel Henry et Barbecue sont les deux faces d'une même médaille, dans le fond. C'est le symbole même de l'usurpation de la légitimité historique haïtienne par deux brigands, l'un à cravate, l'autre armé jusqu'aux dents, mais qui, de fait, sont un défi pour la légitimité d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi aujourd'hui se retrouvent-ils face à face? Parce que, après avoir été un instrument à l'usage du pouvoir, les brigands se rendent compte qu'ils peuvent aujourd'hui exercer directement le pouvoir. Et c'est pour cela qu'ils sont passés à l'attaque. Ça veut dire qu'il y a une dimension très politique dans cette flambée de violence. Est-ce que ça peut vouloir dire que tous ces gangs qui sèment la terreur à Port-au-Prince et dans le reste du territoire haïtien, ils bénéficient de soutien politique à l'intérieur ou à l'extérieur du pays? Ils bénéficient de soutien à l'extérieur, certainement. Parce que dans quel pays, par exemple? On ne peut pas savoir, mais en tout cas, les armes et les munitions dont ils se servent ne sont pas fabriquées en Haïti. Donc il faut bien qu'il y ait un pourvoyeur extérieur. Et nous savons aussi que ces gangs ont été utilisés dès les années 90 pour terroriser la population. Donc, à partir du moment où, en 1995, on a dissous l'armée haïtienne, le pouvoir n'avait plus à sa disposition le monopole de la violence pour pouvoir rétablir l'ordre dans la rue ou même pour pouvoir surveiller les frontières. Et aujourd'hui, d'ailleurs, selon les informations qui circulent, ces gangs sont beaucoup mieux armés. Ils ont en tout cas une plus importante puissance de feu que les forces de sécurité haïtiennes elles-mêmes. Il y a plus de 600 000 armes de guerre en circulation à Port-au-Prince, en Haïti en général. Il y a 13 000 policiers pour 12 millions d'habitants. C'est-à-dire que Haïti vit véritablement avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Et si ces gangs sont aujourd'hui passés à l'action, c'est tout simplement un baroud d'honneur pour expliquer au reste du monde que ce pays est devenu un trou noir dans la Caraïbe et que trafic de drogue, trafic d'armes et enlèvement, demande de rançon, trafic de personnes, tout ceci constitue un bouquet infernal que l'on retrouve malheureusement dans d'autres pays de la région. On retrouve au Salvador. Qui permet à ces gangs de prospérer sur qui le leur plan permet financier. de prospérer. C'est dire que nous faisons face à ce que le géographe Roger Brunet appelle un anti-monde, c'est-à-dire une économie souterraine, une économie noire, qui a des réseaux à travers le monde et qui, en Amérique latine, a transformé ce pays en une véritable passerelle pour le passage de la drogue de la cordillère des Andes vers la Floride. C'est dire donc que ce chaos organisé est un chaos opportun pour permettre de passer la marchandise. Vous dites un chaos opportun. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs dirigeants de ces gangs qui se sont récemment alliés justement dans les attaques auxquelles on a assisté contre des sites stratégiques en Haïti. Selon vous, il s'agit d'une alliance opportuniste ou c'est une alliance de gangs qui peut durer dans le temps? Une alliance en tout cas mafieuse, une alliance mortifère pour le pays. Les raisons qui rendent cette convergence sont évidentes. Il s'agit pour eux de terroriser la population et surtout probablement de dissuader les Kenyans qui ont été désignés
pour venir au secours d'Haïti, de passer à l'acte, parce que ce chaos-là, personne n'a envie de s'y mêler. Personne n'a envie de s'y mêler, mais quel est l'objectif? On a bien compris que tous ces gangs qui cherchaient à déstabiliser le pouvoir, à obtenir l'éviction du Premier ministre Ariel Henry. Mais le but final, c'est quoi? C'est de prendre le pouvoir politique, faire un coup d'État? Certainement pas. Ils n'ont pas besoin du pouvoir. Parce que prendre le pouvoir voudrait dire assumer les responsabilités régaliennes, l'école, donc c'est provoquer le chaos pour pouvoir prospérer au milieu de ce chaos, c'est ça l'objectif? C'est ce qu'on pourrait appeler malheureusement un écran de fumée pour pouvoir faire passer la drogue, les armes, les munitions et pour pouvoir continuer à kidnapper des gens. Parce que plus de 2500 personnes ont été kidnappées l'année dernière en Haïti. Et à chaque fois, ce sont des libérations qui se font à coût de centaines de milliers de dollars, ce qui a mis en état de ruine, de détresse des centaines de familles dans le pays. En janvier, la Haute Cour du Kenya a bloqué la décision du gouvernement kényan d'envoyer près d'1 millier de policiers pour justement aider Haïti à rétablir la sécurité. C'est une force qui avait été annoncée, qui avait été soutenue par les Nations Unies. Est-ce que cette force, pour vous, elle constituait un espoir? Est-ce que c'était une solution qui aurait pu justement permettre de calmer un petit peu la situation, au moins à court terme? C'était pour nous une plaisanterie, au sens que le Kenya n'a ni les moyens, ni la logistique de mener une telle mission si loin de son territoire. Donc cela veut dire que les États-Unis, qui ont choisi le Kenya pour faire ce travail, ont fait conscience de la nécessité de faire quelque chose, mais aussi de l'impossibilité de le faire eux-mêmes. Oui, en attendant, le Kenya est le seul pays qui s'est proposé pour le faire. Quelle autre solution internationale a Haïti pour résoudre cette situation? Le problème, c'est que l'Haïti n'a pas été concernée pour le choix du Kenya. Et je pense que si nous avions été concernés, il y avait d'autres pays plus proches, mieux équipés et avec certainement... Par exemple? Cuba, qui est un pays voisin, un pays ami, un pays qui dispose dans la population haïtienne d'une aura d'amitié, et puis il y a une connivence culturelle qui aurait fait que nous serions peut-être plus accueillants par rapport à des Cubains que vis-à-vis de policiers kenyans qui arrivent avec des armes de policiers pour faire face à une armée de brigands. Donc il y a une disproportion entre l'immensité de la tâche et les moyens qui nous sont proposés. En tout cas, ça commence à bouger sur le plan diplomatique, puisque la communauté des Caraïbes a convié lundi pour une réunion justement pour évoquer cette flambée de violence, a convié des représentants des États-Unis, de la France, du Canada et de l'ONU. Cette réunion, elle se tiendra en Jamaïque. Selon vous, que faut-il en attendre de cette rencontre? Je pense que nous, en Haïti, nous n'en attendons rien. Dans la mesure où ce n'est pas la première fois que ce genre de réunion se tient. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au pied du mur et que ceux-là même qui se réunissent aujourd'hui ont leur part de responsabilité dans l'ampleur de la crise et nous sommes plutôt à l'écoute de leurs discussions plutôt qu'à l'attente de quelques solutions. À l'écoute de leurs discussions, est-ce qu'il est possible, à votre avis, de négocier avec les gangs armés en Haïti? On imagine qu'on pourra difficilement les désarmer. Est-ce que la voie du dialogue est possible? En tout cas, ce n'est pas la voie qu'ils ont choisie. En s'attaquant à une population civile, en massacrant des populations désarmées, je pense qu'ils sont dans la position de criminels qui méritent ce que la justice en décidera, mais ce n'était certainement pas avec un rameau d'olivier que l'on va résoudre la situation en Haïti. Vous avez malgré tout un petit peu d'espoir pour votre pays? Aucun espoir. Haïti n'a jamais fonctionné dans le régime de l'espoir, mais aussi du courage, mais plutôt du courage. Nous avons le courage de faire face à des situations exceptionnelles et je pense qu'il y a des hommes et des femmes en Haïti suffisamment armés et outillés pour faire face à la situation, même sans espoir. Merci beaucoup, Jean-Marie Théodat, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain, maître de conférences à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup et à bientôt sur le plateau du 64.